Alors, aujourd'hui, on va voir ce qu'on appelle la règle de la chaîne, qui est la composition, enfin le calcul de dérivées partielles quand on fait des compositions. Alors, les formules paraissent un peu compliquées. On va les voir plusieurs fois, donc vous inquiétez pas la première fois. Le plus simple, c'est de représenter toujours un diagramme. Qu'est-ce qui se passe? On part dans ce premier cas d'un intervalle i, donc une variable t, mais cette variable t, je lui applique p fonction, donc x1 de t, xp de t. J'obtiens donc la fonction gamma qui est à valeur dans un ouvert de Rp. Et ensuite, à partir de Rp, j'ai une fonction f qui est donc de p variable. Et donc au bout du compte, j'aurai f de x1 de t, virgule xp de t, qui sera égal à g de t. Et donc j'aurais bien fait g égale f rond gamma. Que me dit la règle de la chaîne? On ne va pas s'attarder sur la démonstration, personne ne vous demandera jamais ça. La règle de la chaîne dit que si f est C1, et si gamma est C1, c'est-à-dire que toutes les fonctions x1, xp sont C1, alors g' de t, vous avez la formule ici, dont je vous donne plusieurs autres écritures. Donc là, j'ai refait le diagramme. Et donc, je vais enlever tout ça. x1', donc vous commencez par dériver. Donc x1' de t fois la dérivée de f par rapport à la première variable priant le vecteur x1 de t, xp de t, plus x2' de t fois d rond f sur dx2 priant x1 de t, xp de t, plus à la fin xp' de t. Ok. Donc, on peut l'écrire éventuellement avec un sigma. Et puis, on peut déjà remarquer pour la suite que xi' de t, ça s'écrit dxi sur dt. Autre façon de le noter, mais il n'y a rien à comprendre, c'est juste que c'est un produit scalaire, le produit scalaire du gradient de f priant x1 xp de t avec le vecteur x1' xp', qui n'est rien d'autre que le vecteur gamma' de t. Donc c'est nabla f priant gamma t, scalaire gamma' de t, et ça peut se renoter encore avec les notations qu'on a vues, df de gamma t point gamma' de t. Ok. Alors, voyons tout de suite un cas particulier pour mieux se rendre compte au cas où on a U est dans R2. Donc, ici P, c'est-à-dire P égale 2. Donc je pars T dans I, X de T, Y de T, F de X de T, Y de T, ou encore F de gamma de T, ça vaut G de T, donc j'ai encore G égale F rond gamma. Eh bien, ça me donne tout simplement que G', c'est X' de T, donc je commence par dériver celle-là, fois d rond f sur d rond x priant x de t, y de t, plus y' de t, d rond f sur d rond y en x de t, y de t. Alors, je fais une petite pause, mais on va tout de suite voir un exemple. Je vous propose de faire vous-même l'exemple 15, en prenant le temps, refaites le diagramme, d'appliquer les formules. Pour l'instant, on y va un peu naïvement. Je vous laisse le faire. Donc j'ai refait mon diagramme de R dans R2, x de t c'est t puissance 5, y de t c'est t2, j'ai bien g égale f rond gamma, g de t c'est f de t5, t2, pas de souci. Donc si j'applique ma formule, il me faut mes dérivées partielles. Donc là, ça représente exactement la formule qui est ici. Donc vu que f c'est x de y plus x sinus y, j'ai f qui est c1 et les dérivées partielles sont ici. Vous regardez bien, 2xy plus sinus y, oui. Et par rapport à y, x carré plus x cosinus y, pas de problème. Et donc, j'applique ma formule. G' de t, x' de t, c'est-à-dire 5t4, fois la dérivée de f par rapport à x, mais pris en x de t, y de t, c'est-à-dire que je remplace x par t5, y par t2, donc ça me fait bien 2t5, t2, plus sinus t2. Et puis ensuite, y' de t, ça fait 2t, fois ça ici, donc t puissance 5 au carré, plus t5 cosinus t2. Ok. On développe pas, on peut développer, ok. Peut-être que certains d'entre vous seront fait la remarque, mais à quoi ça sert? J'aurais pu calculer g de t directement. G de t, c'est f de t5, t2, donc je remplace g de t, c'est t5 au carré fois t2 plus t5 sinus t2. Et c'est beaucoup plus simple à dériver. Alors, bien entendu, mais pour l'instant, on a fait une application scolaire de cette formule et on va voir à quoi elle sert tout de suite.
On continue. On continue avec un deuxième exemple qui est plus intéressant. C'est l'exemple 16. Je voulais essayer de le faire et on en parle ensuite. Prenez l'habitude de faire votre petit diagramme. On est directement en dimension P ici, donc T. A plus TH, ça va bien un vecteur de RP parce que ça fait x1 de t, xp de t. Avec x1 de t, c'est A1 plus TH1. xp de t, c'est AP plus THP. Hein. A, c'est A1 AP. H, c'est H1 HP. J'applique ma formule et je remplace. Que vaut xi' de t? Eh bien, la dérivée xi, à chaque fois, c'est une fonction affine. Sa dérivée, c'est tout simplement hi. Donc, xi' de t, ça vaut toujours hi. Et puis, là, j'y touche pas. Ok. Pardon, c'est ici hi, et là, j'y touche pas. Maintenant, si on me demande de le calculer en 0, eh bien, g' de 0, ça va faire somme de i égale à 1p de hi fois, quand je remplace t par 0, ça me fait a1 ap. Donc, ça fait rien d'autre que somme des hi fois d rond f sur dxi au point A. Qu'est-ce qu'on a retrouvé? On a retrouvé la formule qui donne la dérivée selon un vecteur en fonction des dérivées partielles, qui était la proposition 4. Et en effet, on commence à comprendre l'aspect géométrique parce que A plus TH, c'est une droite qui est dirigée par le vecteur H. Et en fait, ce qu'on va voir juste après, c'est qu'on est en train de dériver la fonction f selon l'arc paramétré gamma. Alors, voyons justement l'interprétation avec un arc paramétré. Si je note gamma de t égale x1 de t, xp de t, gamma peut être vu comme un arc paramétré, voir le chapitre précédent. Alors g', c'est f rond gamma prime, et g', c'est la dérivée, alors mettons 2f, selon l'arc gamma. Voyons tout de suite ce que ça veut dire sur un exemple. Alors, exemple 17, vous l'avez sous les yeux. Eh bien, ici, donc f de xy, c'est x2 plus y2, gamma de t, c'est cosinus t, sinus t. Donc g de t, c'est f rond gamma de t. Je vais pas utiliser, justement, je vais un peu essayer de prendre du recul déjà, je vais pas utiliser la formule, je calcule g de t, et donc la dérivée, c'est 0. Comment ça s'interprète? Eh bien, la fonction f, x2 plus y2, c'est rien d'autre que la distance à l'origine du repère. Et comme je me déplace, comme l'arc paramétré, c'est cosinus t, sinus t, c'est un cercle, eh bien, cette distance, elle est constante lors du mouvement. Et donc, on n'est pas étonné d'avoir g' de t qui vaut 0. Faisons un autre exemple, peut-être encore plus parlant, un peu plus complexe, mais plus parlant. Le suivant, c'est-à-dire le 17b. Vous l'avez sous les yeux. En fait, on reconnaît l'astéroïde. Cette fois-ci, à nouveau, g de t, je le calcule. Je ne vais pas du tout utiliser la formule ici. Je calcule la dérivée. Alors la dérivée, en fait, ça se passe assez bien. On a sinus 6 plus cosinus 6, mais en fait, quand vous dérivez, vous faites apparaître sinus puissance 4 moins cosinus puissance 4, vous avez a moins b, a plus b. Là, ça fait 1, et sinus carré moins cosinus carré, ça fait moins cosinus de t. Bon. Alors, si je regarde le signe de g', vous êtes d'accord que sur 0 pi, en fait, ça va changer de signe d'abord en pi sur 4, ça c'est positif, positif, ça change de signe en pi sur 4, puis en pi sur 2, puis en 3 pi sur 4, etc., etc., etc. Vous faites l'étude de signes vous-même. Essayons de regarder l'interprétation. Entre t égale 0, ça c'est l'astéroïde, le t égale 0 est là. Entre t égale 0 et t égale pi sur 4, la fonction f qui n'a pas changé, qui représente toujours la distance par rapport à l'origine, elle diminue. Après, entre t égale pi sur 4 et t égale pi sur 2, elle augmente. Le mobile s'éloigne de l'origine. Et à nouveau, comme ça, de pi sur 4 à 3, de pi sur 2 à 3 pi sur 4, g diminue, puis augmente, puis diminue, puis augmente, etc. Et donc, on voit bien que g' traduit les variations de la fonction f, qui est toujours à distance à l'origine, lorsque m de t parcourt l'arc paramétré gamma. Donc le fait d'avoir écrit g égale f rond gamma, on comprend bien que c'est la fonction f qu'on ne regarde uniquement quand on se déplace sur un arc paramétré. Dernier exemple, il fait une pause, celui des lignes de niveau, vous l'avez sous les yeux, et moi je vais refaire un petit dessin. En physique, vous avez l'habitude, une ligne de niveau, c'est une trajectoire sur laquelle une certaine donnée est constante, typiquement le champ électrique, voilà. Donc, mettons qu'on a la ligne de niveau 1, c'est l'ensemble des points du plan, hein, là c'est le plan, tel que f de xy égale 1, la ligne de niveau k, l'ensemble des points du plan, tel que f de xy égale k. Eh bien, comme c'est une courbe du plan, je peux le paramétrer par un arc gamma.
Et comme sur une courbe de niveau, sur LK, f rond gamma de t est constante, puisque je rappelle que un gamma, LK est représenté par gamma, est paramétré par gamma de t, eh bien ça veut dire que la dérivée est nulle. Sauf que la dérivée, on a vu que c'était le vecteur gradient scalaire gamma prime de t. Géométriquement, gamma prime de t, c'est le vecteur tangent, donc je sais le représenter. Il est tangent à la courbe, voir le chapitre précédent. Et on obtient donc que le gradient est orthogonal au vecteur tangent. Okay, ou encore que le gradient est normal à la ligne de niveau. On en dira un peu plus quand, en fin de chapitre, on pourra même préciser le sens et revoir ce que vous avez vu en physique sur le fait que le champ électrique est orienté, est orthogonal aux lignes de niveau est normal aux lignes de niveau et orienté vers les potentiels décroissants, etc. On en reparlera plus tard. Pour l'instant, on a juste que le gradient, il est orthogonal au vecteur tangent. Voilà, on s'arrête là.